Bonsoir à toutes et à tous, je vais démarrer le partage de mon écran. Pendant ce temps-là, juste, dire ça me fait très plaisir d'être là, puis d'avoir la possibilité de partager, ce que je vais vous présenter aujourd'hui, qui est en fait un ensemble de constats basés sur les travaux de recherche et aussi sur les travaux pédagogiques qu'on fait, à HEC Montréal en ce moment. Hem, Juste me confirmer peut-être que le partage d'écran est correct et que tout va bien? Oui, Oui. on le voit. Parfait, merci beaucoup. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de l'analyse d'affaires dans les projets d'intelligence artificielle, puis peut-être mettre en contexte des enjeux que nous on voit, par rapport à ce rôle-là ou par rapport à ce qu'on fait comme analyse d'affaires dans des projets comme ça. Puis je vais présenter 2 perspectives différentes. Je vais commencer, vous verrez, par, discuter un petit peu, de la perspective de, je travaille dans un projet dans lequel on réalise quelque chose qui mobilise l'intelligence artificielle, plus que moi en tant qu'employé, j'utilise l'intelligence artificielle. Ça, j'y viendrai après. Je vais, passer sur la présentation parce que Dulce a gentiment, fait ça pour moi. Donc, je travaille à HEC Montréal. J'ai des intérêts de recherche qui sont variés, puis j'ai un background, avant de programmeur dans le secteur de la logistique. Donc, j'ai travaillé dans l'industrie pendant un certain temps avant de transitionner vers le monde académique. Donc peut-être, pour commencer, d'expliquer pourquoi cette présentation. Beh, nous, à HEC Montréal, on est une école de gestion, on n'est pas une école d'informatique, on n'est pas une école d'ingénierie non plus. On forme, des gens qui, interviennent dans des entreprises et qui, dans le contexte, des programmes en technologie de l'information et en transformation numérique, vont souvent jouer le rôle d'analyste d'affaires ou de consultant, gestionnaire de projet, bref, de gens qui sont très proches finalement du domaine de l'analyse d'affaires ou qui sont carrément, les 2 pieds dedans en permanence. Heu, Ça fait aussi partie des carrières qui sont visées par nos finissants, donc aussi bien au bac qu'à la maîtrise. Donc on a beaucoup de nos étudiants qui vont travailler dans l'analyse d'affaires, parfois un petit peu dans la gestion de projet, parfois dans des domaines un peu plus techniques, comme de la programmation ou autre. Mais c'est très souvent des carrières qui sont vraiment, à cheval entre la technologie et le domaine d'affaires et c'est pour ça que, je pense que le fit est excellent finalement avec le travail que vous faites, dans cette association. L'autre aspect aussi qui motive la présentation d'aujourd'hui, c'est que, on le sait tous, hein, on le voit aux informations, on le voit à droite à gauche ou on en fait l'expérience nous-mêmes, on a des développements technologiques récents qui sont en accélération très forte, surtout depuis la sortie de ChatGPT là en 2022. On remarque beaucoup, beaucoup de changements, et de plus en plus rapidement. Là, il y a une nouvelle version du modèle de ChatGPT qui est sortie, la semaine prochaine, ça va être autre chose, le mois d'avant, c'était autre chose encore. Bref, il y a de plus en plus de choses qu'on est capable de faire et des tendances qui se dessinent et ça peut faire tourner la tête, hein, ça étourdit beaucoup, nos étudiants. Nous, ça nous étourdit aussi et le but, c'est un petit peu de revenir sur des aspects fondamentaux qui restent très importants d'après nous. Ensuite de ça, ce qu'on voit aussi dans les travaux de recherche qu'on mène, ce sont des enjeux qui sont reliés à la mise en œuvre, de l'intelligence artificielle, parce que, c'est quelque chose que beaucoup d'entreprises veulent mettre en place. Certaines y arrivent bien, d'autres ont plus d'enjeux, puis dans beaucoup de cas, c'est assez variable. Il y a des initiatives qui fonctionnent, des initiatives qui sont plus pénibles à mettre en place, certaines qui fonctionnent bien au début, puis après ça va moins bien. Donc l'objectif, c'est un petit peu de faire le point sur des enjeux que nous on observe à travers l'étude de différents projets d'intelligence artificielle et de pouvoir donner un petit peu des pas des solutions parce qu'on n'a pas vraiment de recette miracle, mais peut-être des pistes, qui peuvent nous aider à, augmenter les chances de succès ou en tout cas à minimiser les risques dans ces projets-là. Alors, dans cette présentation, les sources d'évidence que je vais, sur lesquelles je me base, sont des études que nous on mène dans le contexte justement de projets d'intelligence artificielle où on observe, on parle à des gens, on regarde comment ces projets-là se déroulent et c'est aussi un petit peu basé sur la littérature scientifique qui existe sur le sujet, littérature scientifique et aussi, professionnelle, hein, sur le sujet en ce moment. Donc, le punch de la présentation, là, je vais vous le vendre tout de suite, comme ça va peut-être, être plus facile, là. Hem, la conclusion de ce que je vais dire aujourd'hui, puis j'y reviendrai après, c'est que l'intelligence artificielle n'enlève rien, au travail d'analyse d'affaires, au contraire. C'est facile parfois de penser que justement, puis on en parle beaucoup en ce moment, l'intelligence artificielle va remplacer les programmeurs, va remplacer les analystes d'affaires, va remplacer tout le monde. Moi, je pense qu'il y a encore énormément, de choses que l'intelligence d'affaires artificielle ne fait pas bien.
ou ne fait pas suffisamment bien pour que ce soit possible de remplacer un humain, par une machine. Je la vois beaucoup plus comme un complément, au travail qu'on fait, puis comme quelque chose qui est, potentiellement très intéressant, mais avec certains risques ou certains éléments auxquels il faut faire bien attention. Ce qu'on voit aussi, c'est que l'engouement pour l'aspect technologique qu'on voit dans beaucoup de contextes, peut mener à des égarements qui peuvent être très coûteux. Autrement dit, on voit des entreprises qui investissent beaucoup d'argent, parce qu'elles veulent faire de l'intelligence artificielle sans nécessairement avoir une motivation d'affaires qui est très claire, et c'est là où justement le rôle d'analyse d'affaires, c'est aussi d'identifier un problème d'affaires et d'identifier une solution qui répond au problème et non pas d'arriver avec une solution, puis après de chercher un problème auquel ça pourrait répondre. L'autre aspect aussi, c'est que l'IA générative, là, qu'on voit beaucoup, débarquer en ce moment, amène des nouvelles dimensions, je pense, qui sont intéressantes à incorporer dans le travail de l'analyse d'affaires, et qui est relié à ces différents rôles qu'on voit justement là dans le graphique, que j'ai pris sur le site du IABA que vous connaissez probablement, dans lequel on voit différents rôles reliés à différentes, zones d'expertise. On peut imaginer des impacts ou en tout cas des implications là sur chacun de ces différents rôles-là de l'intelligence artificielle. Mais fondamentalement, l'objectif, je pense, demeure le même. On veut répondre à des problématiques d'affaires. Certaines de ces problématiques d'affaires vont de plus en plus pouvoir mobiliser l'intelligence artificielle, mais c'est pas le cas de toutes, et un enjeu, c'est aussi d'identifier des cas dans lesquels on essaye un petit peu d'utiliser l'intelligence artificielle comme comment dire? Quelque chose comment dire? Une panacée, hein, qui est capable de régler tous nos problèmes et d'identifier des solutions, de révolutionner, notre entreprise et tout ça. Il y a beaucoup d'éléments qui doivent être en place pour que ça fonctionne comme il faut. Donc comme je disais, la perspective que je vais prendre, c'est celle d'une personne qui travaille dans des projets dans lesquels on veut mobiliser l'intelligence artificielle. Donc je veux créer une solution qui mobilise l'intelligence artificielle pour répondre à un problème d'affaires. Puis je verrai la on fera le sens inverse après, en fin de présentation. Donc, il y a 2 visions qu'on voit qui se dégagent là en ce moment, puis, c'est vraiment des visions qui, se basent sur les capacités finalement que l'intelligence artificielle, acquiert au fur et à mesure qu'on est capable d'innover avec. Ce qu'on a beaucoup vu au départ, c'était vraiment de l'automatisation. Donc, d'être capable de réduire des activités sans valeur ajoutée, quelque chose de proche de ce qu'on fait quand on fait de la ingénierie de processus, sauf qu'on est capable, par exemple, de mobiliser l'intelligence artificielle pour le faire et d'automatiser des choses. Un exemple très classique qu'on voit maintenant, c'est, d'utiliser, des technologies comme l'OCR pour, faire de la reconnaissance de texte quand on dépose des chèques et tout ça. On a beaucoup de solutions, dites de RPA, donc de Robotic Process Automation, qui permettent de réaliser ces choses-là et qui sont de plus en plus intégrées à des plateformes, à travers lesquelles on n'a pas besoin de programmer. Ce sont des plateformes qui sont de plus en plus intuitives et de plus en plus intégrées à des écosystèmes de fournisseurs comme Microsoft ou autres et qui permettent d'automatiser, des éléments ou des morceaux de processus d'affaires pour éliminer justement, des activités qui peuvent être chronophages ou qui peuvent être prônes à beaucoup d'erreurs pour que, l'être humain puisse se concentrer sur des tâches qui sont vraiment à valeur ajoutée. L'autre chose qu'on voit, c'est plus une perspective qu'on appelle d'augmentation, à savoir une perspective dans laquelle, on va vouloir augmenter la valeur ajoutée, voire la rendre plus visible. Puis ça va être des contextes dans lesquels, par exemple, on va utiliser l'intelligence artificielle pour ouvrir de nouvelles possibilités vraiment pour les intervenants humains. Un exemple qu'on a vu dans un projet, c'est un projet dans lequel, on a créé des modèles d'intelligence artificielle, enfin pas nous là, les intervenants dans l'entreprise ont créé des modèles d'intelligence artificielle pour, faire de la classification automatique de factures. Bon, la classification automatique de factures en tant que telle, c'est intéressant d'un point de vue automatisation peut-être, sauf que à travers la création de ce modèle-là et la mise en place, de ce processus automatisé, ils ont été capables aussi d'identifier, des cas potentiels de factures problématiques qui demandaient un examen par un être humain beaucoup plus approfondi. Donc on voit ici que non seulement on est capable d'éliminer des tâches qui peuvent être répétitives, mais on est capable de utiliser l'intelligence artificielle pour permettre à l'humain de se concentrer sur des tâches qui sont vraiment plus difficiles et pour lesquelles l'intelligence artificielle n'était pas nécessairement le bon outil. Donc ça permet d'augmenter la valeur ajoutée que créent finalement les employés dans ce genre de contexte-là. Donc ça, c'est un petit peu les 2
extrêmes du continuum, puis souvent les solutions se trouvent, à cheval entre les 2. On se concentre beaucoup souvent sur de l'automatisation d'abord, parce qu'on est capable de chiffrer notamment les retours sur investissement plus facilement que quand on parle d'augmentation. Mais rapidement, c'est vers l'augmentation qu'on veut se diriger parce que c'est là qu'on voit un potentiel de création de valeur qui est plus intéressant. Alors, ça, c'est ce qu'on essaye de faire ou ce qu'on arrive à faire. Maintenant, dans les projets qu'on étudie, nous, on identifie des enjeux, en tout cas des zones de risque, qu'on pense qu'il est intéressant de mentionner. Puis je vais vous parler de 5 d'entre elles aujourd'hui, puis je vais aller un petit peu dans les détails pour expliquer justement que c'est quoi ces enjeux-là, puis qu'est-ce qu'on voit que les gens mettent en place pour tenter d'y pallier. Donc le premier enjeu qu'on a vu, c'est un enjeu qu'on appelle de multidisciplinarité. Pour faire une histoire simple, traditionnellement, dans des projets technologiques entre guillemets «traditionnels», vous allez retrouver des rôles relativement typiques comme celui de gestionnaire de projet, product owner, des analystes d'affaires, des utilisateurs, parfois aussi des subject matter experts, des développeurs, que ce soit, vraiment des informaticiens, des développeurs, qui sont plus pour des tâches très spécifiques, des architectes de données, des architectes en sécurité, des intégrateurs et cetera. Donc il y a quand même une multitude de rôles et ce sont des projets qui peuvent être assez complexes. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a l'expérience, de ces rôles-là et on a l'expérience des projets qui mobilisent ces différents rôles. Donc autrement dit, il y a quand même une certaine habitude et on sait comment gérer cette, diversité de rôles et de compétences-là, de façon assez, comment dire? Assez confortable. Dans les projets d'intelligence artificielle, on va retrouver ces mêmes acteurs, mais on va retrouver d'autres acteurs aussi, notamment des rôles qui sont nouveaux, par exemple des ingénieurs de données, des scientifiques de données, des gens qui sont vraiment spécialisés en statistique. Et ça, ce sont des rôles qu'on ne voyait pas auparavant. Alors, ce sont des projets qui sont encore une fois à saveur technologique, mais qui incorporent des composantes qui sont nouvelles et ça, ce que ça fait, c'est que on a donc d'autres rôles et d'autres compétences à incorporer dans la gestion de l'équipe et dans la compréhension du langage que chacun de ces rôles-là va utiliser. Donc dans certains projets qu'on a étudiés, on voyait vraiment des éléments, de difficulté parfois de comprendre, ce qu'un ingénieur de données explique à un analyste d'affaires qui a pas nécessairement un background très technique et qui doit aussi converser avec un scientifique de données qui va lui parler de modèles et d'enjeux par rapport à un modèle et cetera. Et donc on voit, un enjeu parfois relié au fait qu'on a des compétences hyper spécialisées, très techniques qui apparaissent dans ces projets-là. Et ce qu'on observe aussi, c'est qu'on a tendance parfois à penser que, ah, si ces gens-là font du technique, c'est comme les informaticiens. Sauf qu'en fait, on se rend compte que ce sont des compétences qui sont extrêmement différentes, même si elles sont techniques, elles sont sur un plan technique qui est pas le même. Et ça remet un petit peu en cause la dynamique finalement de fonctionnement des équipes dans ces projets-là. Et ce qu'on a vu notamment nous dans un des projets qu'on a observé, c'est vraiment des, tentatives de fluidifier ou de faciliter la communication à travers des ateliers notamment pour permettre aux gens de mieux se comprendre et de mieux partager par la suite. Donc ça, ce sont des nouveaux rôles qu'on voit apparaître dans ces projets-là, qui amènent de nouvelles dimensions finalement, dans la dynamique de ces équipes-là. Ensuite de ça, l'autre élément qu'on voit, qui est majeur dans ces projets-là, c'est le rôle que jouent les données. Une des personnes à laquelle on a parlé dans une étude qu'on a menée nous a dit vraiment les données, c'est la nourriture, la matière première pour l'intelligence artificielle. Heu, Concrètement, ce que ça veut dire, c'est que c'est la pièce fondamentale d'un projet en intelligence artificielle. Pourquoi? Parce que si on n'a pas de données, qui sont de bonne qualité ou en quantité suffisante ou qui sont les bonnes données par rapport à ce qu'on veut faire, il y a rien qu'on peut faire au niveau du modèle pour améliorer ça. Autrement dit, il y a pas de façon de régler un problème avec les données dans, la façon dont on construit le modèle ou alors ça va être très limité ce qu'on peut faire. Donc ce qu'on a vu au départ, c'était une tendance à se concentrer beaucoup sur les modèles, et sur vraiment la partie algorithmique là, statistique, et mathématique à travers laquelle on est capable, par exemple, de générer des prédictions. Mais fondamentalement, quand il y a un enjeu avec les données, ça peut vraiment mettre un stop sur l'initiative parce que si les données ne sont pas là, on peut pas se rendre très, très loin avec le modèle. Ce qui est important de voir aussi dans ces projets-là, c'est que, on a 2 enjeux en fait ou 2 contextes par rapport aux données. D'abord, on a les données qui sont liées vraiment à l'entraînement.
parce qu'on a besoin de créer un modèle, donc on a besoin de jeux de données pour entraîner les modèles. Et après ça, une fois que le modèle est entraîné, on doit lui fournir des données pour qu'il puisse réaliser les tâches pour lesquelles il a été entraîné. Donc on a les données à la fois qu'on a besoin d'avoir pour entraîner le modèle, qui sont souvent, des gros volumes de données qu'on va utiliser. Mais après pour l'utilisation même du modèle en production, ce sont des données, qui ont besoin d'être connectées à des systèmes, par exemple, avec des intégrations, du middleware et des choses comme ça. Et ça peut amener différents enjeux parce que là, on parle vraiment d'un contexte dans lequel on est en train de vouloir mobiliser la donnée en production. Je vois ici qu'il y a peut-être une question dans le chat. Je regarde en même temps, je m'excuse. Donc, Loïc qui dit, «Obtenir les jeux de données pour entrer ou tester des modèles, un véritable enjeu en entreprise au niveau de la protection des données des clients». Exact, tout à fait, Loïc, puis j'y reviendrai justement quand je vais parler des enjeux légaux et éthiques. Hem, la comment dire? Quand on a besoin d'entraîner ou de tester un modèle et qu'on a besoin de données, pour le faire, on va aussi avoir des enjeux par rapport à quelles données on a le droit d'utiliser, puis, si ces données-là ont besoin d'être anonymisées, dépersonnalisées, ou protégées d'une quelconque façon pour s'assurer que, après ça, le modèle finalement ne possède pas ces données sensibles-là. J'y reviendrai un petit peu plus tard effectivement. Par rapport à ça, ce qu'on trouve, comme enjeu qui est important, c'est un enjeu relié finalement à ce qu'on va appeler aussi la qualité des données qu'on utilise pour le modèle et très souvent, on a tendance à assimiler la qualité des données à des enjeux de précision. Donc est-ce que la donnée est suffisamment précise par rapport à ce qu'on essaye de faire? Ce qui est une des dimensions importantes de la qualité des données, mais c'est pas la seule. On a aussi des enjeux d'accessibilité. Par exemple, si j'ai besoin d'aller chercher de la donnée dans des systèmes transactionnels à haut volume, est-ce que je suis capable de me brancher sur ces systèmes-là? Comment je vais aller récupérer cette donnée? À quel moment je vais la voir? Est-ce qu'elle va être encore valide quand j'en aurai besoin? Donc il y a différentes dimensions à la notion de qualité des données et quand on réfléchit, à ce qu'on veut faire, finalement, c'est important de tenir compte de l'infrastructure existante et de ce qu'elle va être capable de nous fournir par rapport à ces dimensions-là. Un autre enjeu qu'on a vu, dans ces projets-là, c'est celui de l'incertitude et ça, on a trouvé ça assez intéressant parce que dans un projet technologique traditionnel, on a de l'incertitude par rapport à l'échéancier, par rapport au budget, par rapport aux besoins du client, ça c'est certain. Puis le travail d'analyse d'affaires, c'est entre autres de tenter de contrôler ces paramètres-là aussi. Mais, si j'installe un logiciel qui est programmé pour faire, en fonction d'un input A, donner un résultat B, je sais que tant que je respecte ces conditions-là, je vais obtenir ce même résultat-là. Dans un modèle d'intelligence artificielle ou dans un modèle d'apprentissage automatique, on est sur une approche qui est beaucoup plus probabiliste. Autrement dit, on va avoir une réponse qui va dépendre beaucoup de l'input et cette réponse-là, il se peut qu'elle varie. Un exemple qu'on peut prendre qui est un petit peu différent de celui-là, mais qui s'en rapproche beaucoup, c'est quand on utilise par exemple ChatGPT ou un outil un agent conversationnel auquel on a accès maintenant. Si on est 3 personnes à poser la même question, il est possible qu'on ait des réponses similaires, mais avec des variations dans la formulation de la réponse, voire parfois, quand on utilise des outils différents, d'avoir des réponses qui sont différentes. Notamment quand on a besoin de quelque chose qui n'est pas nécessairement factuel, on va avoir des variations qui peuvent être assez importantes. Donc il y a une certaine incertitude par rapport à ce que, l'outil va fournir, donc au niveau des extrants. Puis il y a aussi de l'incertitude par rapport aux intrants. Autrement dit, quels sont mes requis? Quelles sont les données dont je vais avoir besoin? Est-ce que je possède ces données-là? Est-ce qu'elles sont en quantité suffisante? Est-ce qu'elles sont d'un niveau de qualité suffisant? Ça fait partie des éléments qu'on a besoin de valider, avec le projet et ce sont des éléments qui sont pas nécessairement faciles à connaître d'avance. On a vu, notamment avec des consultants avec lesquels on a parlé, on nous disait que quand on va vers une entreprise et qu'elle a, un besoin pour lequel l'intelligence artificielle est probablement appropriée, quand on demande, quel type de données ils ont, est-ce qu'ils ont ces données-là en quantité suffisante? La réponse qu'on a, c'est oui. Mais quand on regarde pour de vrai, on se rend compte que c'est pas nécessairement dans le format ou, à un niveau d'accessibilité comme on pourrait en avoir besoin. Donc ça crée de l'incertitude par rapport à est-ce qu'on va être capable de faire le projet ou pas? On a aussi de l'incertitude par rapport au processus lui-même et là, ce qu'on voit dans des projets qui sont un petit peu plus, je dirais, sur la pointe là de l'innovation, c'est qu'on va avoir une structure de gestion qui est assez intéressante dans laquelle on a à la fois
vraiment des barrières là, qui nous permettent de dire: «Est-ce qu'on continue ou est-ce qu'on s'arrête?» parce qu'on sait qu'on sera pas capable de continuer si on frappe un mur, par exemple à cause des données dont on a besoin pour entraîner le modèle. Et on a aussi l'incertitude, par rapport à d'autres éléments, mais à l'intérieur même de chacune de ces phases qui sont délimitées par des barrières, on voit des équipes qui sont capables de travailler, par exemple, de façon beaucoup plus itérative, avec des approches agiles comme Scrum ou autres, qui leur permettent donc de livrer des choses assez rapidement, mais tout en ayant quand même des points de contrôle à travers lesquels ils sont capables de dire: «Bon, si, on a des enjeux à ce moment-là, on sera capable d'arrêter parce qu'on sait qu'on se mènera pas plus loin, puis c'est pas bon pour nous, c'est pas bon pour notre client, et le projet ira nulle part. Le dernier point d'incertitude qui est important aussi, qu'on a vu, c'est, plus dans évidemment dans un contexte de consultation ou de clients externes, c'est de l'incertitude par rapport à la maturité d'un client. Ce qu'on voit beaucoup, notamment que les analystes d'affaires ont besoin de faire, dans leur communication, avec des intervenants externes, c'est de faire de l'éducation parfois et de la pédagogie pour faire comprendre, à des clients: «Voici ce qu'on est capable de faire, voici ce que l'IA n'est pas capable de faire ou voici ce que l'IA est capable de faire, mais jusqu'à ce point-ci». Donc d'être capable de gérer les attentes et de s'assurer que on va être capable de rencontrer, des attentes qui peuvent être parfois surréalistes, hein, donc on a besoin de les ramener à quelque chose de plus pragmatique. Et ce qu'on voit, ce qu'on a vu notamment dans une entreprise, c'est que, en début de projet, ils vont organiser des ateliers avec les clients qui n'ont pas un niveau de maturité très élevé au niveau de l'utilisation de l'IA pour s'assurer que quand va venir le moment de définir les requis du projet et tout ça, le client va pas demander la lune alors que c'est quelque chose qui est carrément pas possible à livrer. Donc, de s'assurer qu'on aura une base sur laquelle tout le monde va s'entendre pour que quand va venir le moment de déterminer les requis du projet, ce soit réaliste. J'arrive maintenant donc au troisième type d'enjeu, pour revenir au point que soulevait Loïc très justement, donc des enjeux légaux et éthiques. Hem, je parlais peut-être d'abord des enjeux éthiques. On parle beaucoup d'IA responsable, d'IA éthique et tout ça. Ce sont des éléments qui sont extrêmement importants pour les entreprises, pour les utilisateurs, pour la population et la société aussi en général. On le voit beaucoup dans les nouvelles, là, il y a beaucoup d'enjeux en ce moment dans différents contextes. Une des difficultés avec l'éthique, c'est que c'est pas quelque chose qui est absolu. C'est souvent des concepts qui sont relatifs par rapport à des normes qui peuvent changer à l'intérieur d'une population qui est variée. Donc, les principes que moi je peux suivre peuvent être différents de ceux de quelqu'un d'autre et pour créer, ou livrer un système ou une solution qui va être capable de respecter la variété de principes qui se reflètent dans une population d'utilisateurs, ça peut être assez complexe. L'autre enjeu qu'on a aussi, c'est que c'est difficile d'opérationnaliser comment on va valider le respect de ces principes d'éthique, par exemple. Donc, pour faire une histoire courte, quand on parle vraiment de performance technique d'un modèle d'IA, on a des métriques qu'on est capable de mobiliser pour voir, OK, est-ce qu'on est à tant de niveau de précision, comment fonctionne telle métrique si on ajuste tel paramètre, et cetera. Est-ce que c'est un impact positif? Est-ce que ça correspond, à une amélioration par rapport à ce que le client voulait, et cetera? Ça, on est capable de le faire. Quand on parle d'enjeux éthiques, c'est beaucoup plus délicat parce qu'on n'a pas de métrique en tant que telle qu'on est capable, d'utiliser ou de mobiliser, à moins qu'on fasse ce travail en amont et qu'on s'entende clairement sur: «Voici nous, des comment dire? Des barrières ou en tout cas des cadres qu'on se donne et il faut rester à l'intérieur de ces cadres d'utilisation-là. Donc quand va venir le moment d'évaluer la solution, c'est quelque chose qu'on va, vouloir vérifier. Hem, Maintenant pour ce qui est de la précision technique des modèles, on est capable d'automatiser ça quand on fait les tests. Pour ce qui est des principes plus, éthiques, c'est beaucoup plus difficile d'automatiser ces choses-là parce que ça va nécessiter, entre autres, souvent une interprétation d'un être humain, qui va être capable d'évaluer si oui ou non on est cohérent avec les principes qu'on s'était fixés. Au niveau légal, puis peut-être pour revenir, pour conclure sur le dernier point par rapport à l'éthique, l'autre enjeu, c'est que, l'éthique n'est pas la légalité. Autrement dit, je peux prendre des décisions qui vont être, à l'intérieur de ce que la loi me permet de faire, mais qui d'un point de vue éthique sont peut-être pas correctes. Puis il n'y a pas de pénalité pour ça, à part peut-être,
en termes de réputation, et cetera, évidemment, mais il y a rien qui me force à respecter des principes d'éthique d'un point de vue légal. Hem, Au niveau des réglementations, donc des enjeux qui sont légaux en tant que tels, qui sont vraiment codifiés, ce qu'on voit évidemment, puis ça on le sait, c'est que les réglementations évoluent quand même assez lentement, hein. On a vu l'évolution pour la protection des données personnelles. Là, on arrive avec, des éléments, pour tout ce qui est réglementation de l'IA en tant que telle. Mais ce qu'on voit justement, c'est que, il y a un flou entre les données et l'IA parce que un modèle d'IA a besoin de données pour être entraîné, puis pour être utilisé par la suite. Si on sépare complètement la réglementation des enjeux, reliés aux données et des enjeux reliés à l'IA, ça peut complexifier beaucoup la façon dont on va gouverner ces choses-là. Donc ces éléments-là, ce qu'on voit, c'est beaucoup, hem, d'initiatives pour tenter de voir, OK, comment ça va évaluer, comment ces choses-là vont évoluer, comment est-ce qu'on peut s'assurer de faire le maximum, dans un contexte où le cadre législatif est peut-être pas encore extrêmement précis. Je pense par exemple à tout ce qui est anonymisation des données, dépersonnalisation, et cetera. Donc on a des entreprises, que nous avec lesquelles nous on parle, qui nous expliquent qu'en fait, elles regardent ce que la loi leur demande de faire, puis eux tentent d'aller vraiment, plusieurs coches au-dessus pour s'assurer qu'ils font le maximum de ce qu'ils peuvent faire et non pas le minimum de ce que la loi leur demande. Et évidemment, dans ces enjeux-là, légaux et éthiques, ce qu'on retrouve sont des enjeux de concurrence. Autrement dit, plusieurs entreprises vont se poser la question de savoir: «OK, si je suis capable de faire ça, mais que je me dis que je ne devrais pas le faire, mais qu'un concurrent le fait et que ce concurrent-là prend des parts de marché. Est-ce que moi, ça me met à risque par rapport à, ma capacité de capter justement ce marché-là? Est-ce que je vais perdre des parts de marché parce que j'ai pas osé prendre cette décision-là qui est peut-être un petit peu plus controversée?» Heu, il y a beaucoup d'hésitation, mais en même temps, il y a beaucoup aussi comment dire? De volonté de justement pas se faire prendre, à être le dernier à entrer dans la course, hein. Puis ça mène des discussions qui sont parfois, extrêmement difficiles et complexes avec, plusieurs types d'intervenants. Le quatrième enjeu, c'est, celui de la pérennité des solutions. Quand on livre une solution, en général, traditionnelle, en général, on va donner ça à une équipe qui va être en charge de gérer l'évolution de la solution, de gérer les demandes de changement et tout ça. Hem, Ce qu'on voit, nous, dans les solutions d'IA, c'est que, il y a un besoin de maintenir et de faire évoluer ces solutions qui est différent des solutions technologiques traditionnelles parce que les sorties qu'un modèle fournit vont dépendre des données qu'on lui donne. Puis les données, elles peuvent évoluer à travers le temps. Notamment, ce qu'on voit, c'est ce qu'on appelle des problématiques de drift, à savoir, de l'évolution dans la distribution des données que voit le modèle, qui sont différentes des distributions avec lesquelles le modèle a été entraîné, ce qui veut dire que le modèle va donner, des réponses qui vont être erronées, mais qui sont correctes par rapport aux données avec lesquelles il avait été entraîné, pardon. Donc à ce moment-là, ça pose des questions. Heu, Qu'est-ce que je fais quand ce genre de problème-là arrive? Est-ce que j'attends pour voir si c'est juste une anomalie qui est ponctuelle? Est-ce que je vais devoir réentraîner mon modèle? Est-ce que je vais devoir le mettre à la retraite et créer un autre modèle? Qu'est-ce qu'on fait en cas de problème? Donc tout ça, ce sont des éléments auxquels il faut penser parce que, ça va arriver. À un moment donné, le modèle va avoir besoin d'être réentraîné ou d'être modifié, voire, d'aller chercher des nouveaux jeux de données pour entraîner une nouvelle version, pour s'assurer qu'il reste, comment dire, d'actualité avec la façon dont il est utilisé. Un des gros, cas d'exemple qu'on nous avait donné quand on avait identifié cet enjeu-là, c'était, dans certains secteurs, on fait des prédictions sur la demande qui sont basées sur des données historiques et traditionnellement, ces prédictions-là sont extrêmement fiables. En 2020, la covid est arrivée. Bon, quand tout le monde reste chez soi, s'arrête de consommer les produits de la même façon, consomme de façon excessive certains produits et arrête complètement d'acheter certains produits et services, les prédictions qu'on fait basées sur les données historiques qu'on a vont nécessairement être, décalées par rapport à la réalité qu'on voit en ce moment. Donc là, la question, c'est qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on est capable de réentraîner un modèle? Est-ce qu'on devrait mettre le modèle en retrait, puis, revenir à des solutions plus manuelles ou en tout cas, qui mobilisent moins l'intelligence artificielle? Donc ça, ce genre de scénario-là, qui sont évidemment, assez exceptionnels, mais qui peuvent arriver,
soulève ces questions-là, mais d'une façon générale, l'évolution de ces solutions va nécessiter de penser au fait qu'il va falloir, les gérer. C'est pas juste livrer et après ça, c'est terminé. Il y a vraiment une gestion de ces solutions-là à plus long terme qui est importante. Donc ça conclut un petit peu les enjeux principaux que nous, on observe dans les travaux de recherche, puis dans la littérature sur ces projets d'IA. Peut-être, sur les derniers développements qui sont pertinents en ce moment, avant de transitionner vers le deuxième sujet, hem, si on prend évidemment la perspective donc des LLM là, des modèles de langue large comme, ceux qui sont utilisés par ChatGPT, par Claude, par Gemini ou, par Copilot de Microsoft. Hem, un des problèmes qu'on a vu assez tôt dans le processus d'implantation de ces systèmes-là, c'est que le modèle est confiné. Autrement dit, il est juste capable de générer des réponses basées sur les données avec lesquelles il a été entraîné. Par exemple, je me souviens en 2022, quand ChatGPT est sorti, on trouvait tout ça formidable. On lui demandait de nous créer des recettes de cuisine, de donner des réponses, de créer des poèmes et tout ça. Puis à un moment donné, on s'est mis à lui demander: «Bon, bah, explique-moi ce qui se passe en ce moment dans l'actualité». Puis on s'est rendu compte que le modèle, ah ben, il avait été entraîné avec des données qui dataient de 2021. Donc le modèle était incapable de répondre à une question dans laquelle on lui demandait de mobiliser, des événements récents ou alors il inventait quelque chose, il faisait des hallucinations sur la façon dont il générait une réponse. Et ça, en fait, ça a soulevé un enjeu assez rapidement qui était que même si ces outils-là peuvent être extrêmement intéressants, heu, et potentiellement très puissants, qui sont pas toujours, très adaptés à ce qu'on veut faire ou adaptés avec des données qui sont récentes. Et là, ce qu'on voit, en ce moment, c'est vraiment 2 types de solutions, qui sont faites soit en parallèle, soit en même temps. Ça va dépendre un petit peu des contextes. Hem, la première solution, c'est une solution qui est un petit peu plus radicale, je dirais, parce qu'elle nécessite de réentraîner une partie du modèle, ce qu'on appelle faire du fine tuning. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on prend un modèle de base, qu'on voit au milieu ici, et on va le réentraîner avec un jeu de données supplémentaire et d'autres éléments pour générer comme une nouvelle version améliorée de ce modèle-là qui va être plus spécifique. Alors, le gros avantage de cette technique-là, c'est qu'on est capable de réentraîner seulement une partie du modèle, donc c'est moins long et moins coûteux. Donc on peut quand même mobiliser toute l'expertise, hein, qui avait servi à générer le modèle de base, puis on peut, le raffiner ou le peaufiner pour un besoin qui est spécifique, pour adopter un style de langage qui est différent et cetera. Ça, c'est une technique qui s'utilise quand même relativement souvent maintenant dans les entreprises qui ont besoin d'avoir des modèles qui sont plus personnalisés. Puis ce faisant, on peut évidemment le réentraîner avec des données qui sont spécifiques à notre entreprise ou autre, par exemple. L'autre technique qu'on voit, c'est ce qu'on appelle, le RAG là, ou le Retrieval, Augmented Generation. C'est une technique qui permet à un modèle d'aller chercher des informations à l'extérieur. Donc ça nécessite d'avoir des composantes qui sont supplémentaires, mais quand un être humain va fournir une requête à, l'agent conversationnel, ou, au modèle finalement, le modèle va être capable d'identifier que cette information-là doit provenir de l'extérieur et va être capable d'aller, chercher ces données-là dans une base de connaissances externe à laquelle il a accès. Ça va prendre différentes formes. Là, on a des bases de données vecteurs et tout ça qui existent pour faire ça, mais concrètement, on va avoir un résultat qui va être généré par une composante externe qui va la renvoyer au LLM et le LLM va générer une réponse en langage naturel avec ça. Là, le gros avantage, c'est que ça ne nécessite pas de réentraîner le modèle, la plupart du temps en tout cas. Ça c'est vraiment basé sur la capacité d'aller chercher de l'information à l'extérieur qui doit être évidemment, codifié d'une certaine façon et tout ça, mais ça permet de brancher, par exemple, le modèle sur des données qui sont extrêmement récentes, sur des actualités qui sont courantes et cetera, pour aller chercher de l'information qui est, la moins vieille possible et la plus récente possible. Donc ça, c'est une autre technique qui est assez intéressante. Puis, ce qu'on voit main oh pardon, je vois une question dans le chat. Hem Aurons-nous accès à la présentation? Moi, je peux la partager. Je pense que la présentation est enregistrée aussi, si j'ai bien compris. Donc, on pourra on pourra voir après là, éventuellement, si je peux la partager ici. Oui, c'est ça. Elle sera disponible et aussi, l'enregistrement. Parfait. Merci. Hem
Un autre développement qu'on voit là, qui est un petit peu plus récent que le RAG ou le fine tuning, puis qui est pas nécessairement l'un ou l'autre, là, on voit souvent des combinaisons de ces choses-là. C'est l'émergence de ce qu'on appelle AI agent, là, donc l'IA agentique, comme certaines personnes le traduisent en français. Euh, L'idée ici est de permettre au LLM d'exécuter des actions qui sont en dehors de son contexte. Donc, même si je permets, par exemple, à un modèle d'aller chercher de l'information récente, même si je réentraîne une partie de mon modèle pour lui faire changer son style conversationnel parce que je veux un style qui est plus adapté à la façon dont on communique dans mon entreprise, etc., il reste que ce modèle est incapable, par exemple, de se brancher sur une base de données client, d'aller chercher l'information d'un client qui communique avec lui pour lui dire, voici les commandes que vous avez faites dans les 30 derniers jours, voulez-vous faire un retour? Oui, ok, donc si vous voulez faire un retour, je vais me brancher sur notre système de retour, etc. Là, ce qu'on voit maintenant émerger, c'est la capacité de créer finalement des éléments ou des composantes qui permettent au LLM d'exécuter des actions avec d'autres systèmes. Et c'est là où on a quelque chose d'assez intéressant qui est en train de se produire, à savoir que finalement, le LLM devient un petit peu un point de coordination à travers lequel on va être capable de faire réaliser des choses dans d'autres systèmes sans pour autant avoir besoin, nous, en tant qu'utilisateurs, d'interagir avec ces systèmes. Donc, au lieu d'avoir trois systèmes ouverts pour mon système client, mon système de commande, etc., peut-être que le LLM peut servir de point d'entrée unique pour ces éléments-là et que je peux aller chercher l'information et lui faire faire des choses, surtout lui faire exécuter des actions dans ces systèmes-là, plutôt que de simplement m'en servir comme un extracteur d'informations. Donc ça, c'est un autre développement qu'on voit. Il y a beaucoup d'engouement pour ça. Il y a beaucoup de risques associés à ça aussi. Il y a beaucoup de développements techniques qui sont en lien avec ça en ce moment. Je dirais que c'est un domaine, d'après ce que moi je vois, qui est en émergence, qui doit encore faire ses preuves, mais il y a beaucoup, beaucoup d'intérêt pour ça. Parce qu'en fait, finalement, ce que ça permettrait de faire, c'est d'avoir vraiment un point d'entrée unique pour faire réaliser des choses par différents systèmes en arrière. Euh, je vois une question de Karine. Donc, dans ce cas précis, quelle serait la différence avec des solutions de type RPA? Alors, c'est une bonne question. La différence qu'on aurait, c'est que dans une solution de type RPA, souvent, on va programmer un flux de travail qui va faire intervenir différents systèmes, effectivement. Et ces systèmes-là vont fournir des outputs ou de l'information, etc. Puis on va vraiment codifier, entre guillemets, un flux de travail. L'idée ici, c'est qu'on serait capable de faire en sorte que l'être humain interagisse vraiment en langage naturel avec le LLM. Donc, pas besoin pour l'utilisateur d'avoir codé un flux de travail. Le LLM comprendrait qu'en fonction de la requête qu'on lui pose, il faut qu'il aille faire une action dans un autre système. Et en fonction de la réponse de cet autre système, il comprendrait qu'il faut faire une action dans un troisième système, etc. Donc, ce qu'on voit ici, c'est la possibilité finalement d'avoir, encore une fois, le LLM comme point central. Ça peut ressembler à du RPA d'une certaine façon, c'est juste que là, on se base sur une interaction en langage naturel avec une solution qui est pas une solution vraiment RPA comme ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Mais dans certains scénarios, ça va probablement ressembler quand même. Peut-on avoir, donc Anicia, peut-on avoir une explication sur le LLM versus un API? Ok, le LLM, c'est un acronyme en anglais qui veut dire Large Language Model. C'est donc un modèle de langue large comme le modèle sur lequel est basé par exemple ChatGPT. ChatGPT est un agent conversationnel qui utilise un modèle qui s'appelle GPT qui existent dans différentes versions qui sont disponibles. Puis Copilot, ça fonctionne de la même façon. Gemini de Google aussi, puis Claude de Anthropic, c'est le même principe aussi. Euh, Maintenant, le LLM est vraiment le modèle en tant que tel. Quand on parle d'API, donc Application Programming Interface, un API, c'est une interface qui nous permet de connecter ou de faire en sorte que des systèmes se parlent de façon programmatique. Donc, par exemple, si je veux intégrer, puis là, c'est un exemple que je donne comme ça, mettons que je veuille intégrer euh,
comment dire, une composante de OpenAI, donc de ChatGPT, sur mon site web. Je pourrais mettre une boîte de texte dans mon site web qui dit posez une question à ChatGPT, puis quand vous soumettez votre question, j'envoie ce qui s'appelle un appel à l'API de OpenAI qui va prendre ma requête et qui va me retourner un résultat. Donc l'API, c'est vraiment une interface de programmation qui décrit comment je peux interagir avec un autre système d'un point de vue programmatique. J'espère que ça répond à votre question. Oui, merci beaucoup. Ça répond à ma question. Oui, merci. Parfait. Merci. Donc ça, c'est un petit peu les derniers développements qu'on voit dans l'industrie en ce moment. Puis, par exemple, un scénario typique là qu'on entrevoit dans les entreprises avec notamment les agents d'IA comme ça, là, c'est la possibilité de faire euh, d'automatiser finalement des opérations de support ou de choses comme ça pour justement faire en sorte que le système soit capable de réaliser des opérations et non plus juste de dire à l'utilisateur ce qu'il doit faire et de retourner un résultat à l'utilisateur de façon fluide. Comme je dis, ceci dit, c'est quelque chose qui est vraiment c'est assez nouveau, là, donc la capacité de faire ça concrètement avec beaucoup de succès n'est pas nécessairement encore là partout. Là. Il y a beaucoup de développements qui sont en cours et qui doivent encore se faire. Euh, les points positifs de cette approche-là, bon, évidemment, c'est d'automatiser des tâches qui sont complexes et qui requièrent une part d'interprétation. Donc, ce à quoi on s'attend, c'est que le LLM soit capable d'interpréter ce que l'être humain veut et qu'il soit capable de réaliser une tâche sur la base de cette interprétation-là et que ce soit juste le résultat. L'autre chose, c'est que ça permet de repenser des processus sans intervention humaine ou bien avec une intervention limitée pour valider l'information, pour valider une action avant qu'elle soit faite, etc. Mais en plus dans un rôle de supervision par l'humain que dans un rôle d'exécution en tant que tel. En tout cas, c'est l'idée qui est proposée ici. Évidemment, au niveau des enjeux, l'interprétation de l'information n'est jamais 100% parfaite. Ça veut dire que ça doit être testé de façon très, très exhaustive. Et dans certains cas d'utilisation, il faut voir que ça n'enlève pas de la valeur pour le client. Par exemple, si vous mettez en place un agent de support téléphonique pour brancher à votre compte en banque et répondre à des requêtes qui sont formulées en langage naturel, c'est très bien. Mais si vous avez besoin de parler à un être humain parce que vous avez une question qui est vraiment spécifique et que l'engin continue de vous renvoyer à une réponse qui est standardisée parce qu'il n'arrive pas à bien comprendre ce que vous voulez, ça crée de la frustration, puis ça crée de la friction dans l'expérience du client, ce qui n'est pas une bonne chose. Donc, il y a quand même des enjeux par rapport à ça qu'il faut régler avant que ce soit des solutions qui soient vraiment attrayantes, mais c'est quelque chose qu'on voit beaucoup sur le radar là, dans les derniers développements au niveau technique, puis même au niveau des fournisseurs. Puis finalement, si je reviens un petit peu au point de départ, ben, l'idée, c'est que on parlait d'automatiser, d'augmenter, puis là, ce qu'on voit, c'est une troisième perspective qui est plus d'orchestration hein, qu'on voit se dessiner, à savoir de permettre euh, à de l'intelligence artificielle d'orchestrer des actions qui vont être faites et contribuer à l'automatisation et à l'augmentation de cette façon-là. Donc ça, c'est un petit peu la perspective qu'on voit se dessiner en ce moment. Est-ce que ça va fonctionner de façon absolument parfaite ou pas? Ça reste à voir. Ça va beaucoup dépendre comment dire, de la validité là, ou l'exactitude avec laquelle c'est capable de réaliser les choses. Ça va beaucoup dépendre aussi des attentes et du niveau de réalisme des attentes qui vont être mis de l'avant par les utilisateurs ou par les entreprises. Mais ça, c'est quelque chose qu'on voit comme étant, en tout cas, ça suscite beaucoup d'intérêt en ce moment. Peut-être avant de passer à la deuxième partie, donc fondamentalement, hein, une des choses qu'on voit nous en ce moment, c'est que l'engouement pour l'IA peut créer des œillères, donc des zones grises là, ou des zones d'aveuglement dans lesquelles on pense que l'IA va être la solution miracle à tout. La mauvaise compréhension du problème d'affaires va toujours mener à un gâchis, ça c'est quelque chose qui est systématique. Potentiellement, c'est même plus de gâchis parce que ces solutions-là peuvent être quand même assez coûteuses. Donc, c'est important de voir qu'il y a quand même une excellente compréhension du problème d'affaires qui est nécessaire avant tout pour pouvoir voir éventuellement, OK, est-ce que l'IA fait l'affaire pour ça? Si oui, c'est quel genre de solution d'intelligence artificielle qu'il nous faudra éventuellement. Une tendance qu'on voit aussi maintenant, c'est qu'il y a de plus en plus de solutions qui sont clés en main.
Pourquoi? Parce que c'est pas toutes les entreprises qui vont avoir l'expertise technique extrêmement poussée pour réaliser des solutions comme ça. Ça amène des éléments qui sont intéressants, notamment une réduction des coûts qui est attrayante. En tout cas, en ce moment, ce qu'on voit, chez les fournisseurs, c'est que le coût est en général bas au départ, mais qu'au fur et à mesure, ça augmente tranquillement. Donc ça peut mener sur le long terme à des surprises. L'autre élément qui est extrêmement intéressant pour les entreprises, c'est que ça s'intègre très bien dans leurs écosystèmes d'info nuagique. Donc, c'est sûr que si un fournisseur comme, je sais pas, par exemple, Google, a une panoplie de solutions info-nuagiques et qu'en plus, ils vous permettent d'incorporer, par exemple, des outils d'intelligence artificielle qu'eux développent, cette intégration, elle va être, native, donc elle va être extrêmement fluide à l'intérieur de cet écosystème. Ça, c'est quelque chose qui est intéressant. L'autre aspect qui peut être intéressant d'avoir des solutions clés en main, c'est qu'on peut expérimenter plus facilement. Ces solutions-là vont être souvent, comment dire? Prêtes à être utilisées beaucoup plus rapidement que si on devait les développer nous-mêmes. Donc ça va favoriser l'expérimentation, puis ça nous permet de voir le potentiel, de façon plus intéressante. Puis c'est une des raisons qui a fait qu'un outil comme ChatGPT est devenu très populaire très, très, très rapidement. C'est que du jour au lendemain, ils ont ouvert un site web en disant: «Beh, allez-y, créez-vous un compte gratuit» ou même peut-être même pas au début, là, je sais plus, puis jouez avec. Puis d'avoir permis aux gens d'expérimenter, ça a énormément contribué à l'engouement pour ce type d'outil-là. Puis ça a énormément contribué aussi au développement de ces outils par la suite. Donc ça conclut, la 1re partie de ma présentation, puis la deuxième est beaucoup plus courte, là, je vous rassure. Hem, Peut-être, s'il y a des questions sur cette première partie avant que je passe à la suivante, ou est-ce que tout est correct pour tout le monde? Je vois pas de questions dans le chat, puis je pense qu'on en a eu à travers, ta Il y en a eu présentation. quelques-unes pendant, ouais, Ah, mais si jamais il y a ouais. ah, Hem Ah, parfait. Bon, ben, merci c'est François. juste François parle pour tout le monde. Je vais c'est bon. La deuxième partie de ma présentation, ça va être un peu plus interactif, là. C'est par rapport à l'utilisation de l'IA pour son travail. Puis là, je vais commencer avec un petit sondage. Si vous voulez, prendre en photo le code QR qui est là, soit je vais mettre dans le chat, l'adresse vers un petit sondage rapidement, pour qu'on puisse éventuellement avoir un petit peu les différentes perspectives de tout le monde. C'est un c'est un c'est un sondage à 4 questions, là, donc c'est très rapide. Je vous ai mis dans le chat l'adresse. Je vais arrêter, je vais vous laisser 1 minute de plus, puis après ça, j'arrêterai le partage d'écran pour pouvoir changer, d'outil. Parfait, je vais arrêter le partage pour l'instant. OK. Donc je vois qu'on a 27 personnes qui sont connectées. Là, 28. Je vais attendre quelques secondes de plus, puis après ça, je vais ouvrir le chat, enfin ouvrir le sondage, pardon. Je regarde juste sur mon téléphone en même temps si ça marche bien. Parfait, donc on a 35 personnes, 37, ah génial. OK, bah, je vais ouvrir le questionnaire, puis de toute façon, vous pouvez toujours, vous brancher par la suite. Donc, la première question, si vous voulez vous répondre, c'est, est-ce que vous utilisez en ce moment l'IA pour vous aider? Puis, quel genre d'outil finalement vous utilisez? Je vais en profiter pour partager justement. Comme ça, vous pouvez voir en direct les réponses aussi. Donc là, on a 33 personnes sur 40 qui ont répondu, donc en majorité, donc des versions, des outils gratuits ou des versions gratuites. Quelques personnes avec des outils qui sont payants. Donc ce qui représente assez finalement ce qu'on voit, chez beaucoup de gens. Heu, les cas où on va avoir des outils qui sont payants, souvent, ça va être parce qu'ils sont fournis par l'entreprise.
avec des licences particulières, notamment quand on a des enjeux reliés à la confidentialité ou la sécurité des données, parce que notamment les versions gratuites de ces outils-là ne vous garantissent pas que que les données que vous partagez avec finalement restent confidentielles, qu'elles ne seront pas réutilisées, par exemple, pour entraîner des versions subséquentes du modèle, etc. Quand on a des versions qui sont payantes, la plupart du temps, on est capable de préciser qu'on veut que les données qu'on échange avec le système, finalement, ne soient pas utilisées pour un réentraînement de modèle éventuel. Anicia qui dit le gouvernement interdit l'utilisation IA à 100%. Effectivement, on a aussi, puis il y a d'autres entreprises privées qui sont comme ça, qui pour l'instant interdisent entièrement l'utilisation de ces outils-là, jusqu'à ce qu'ils aient vraiment les garanties dont ils ont besoin pour permettre un encadrement qui soit correct selon leurs standards. Certaines entreprises vont déployer ces outils-là, mais à l'interne. Donc, ils vont héberger ces outils-là eux-mêmes, ce qui demande évidemment beaucoup plus de ressources à ce moment-là, mais qui permet un contrôle absolu sur la solution, puis sur son utilisation aussi. Donc, ça peut être intéressant, mais à ce moment-là, ça va être dans certains contextes assez restreints. Je vais passer à la deuxième question maintenant. Pendant que... Donc, la deuxième question. Dans le cadre de mon travail, j'utilise des outils d'IA de différents fournisseurs. Pendant que vous répondez, je prends les questions dans le chat. Je vois Loïc qui avait ajouté un commentaire. Donc, souvent, l'outil doit avoir ses bases de données au Canada. Effectivement, comme beaucoup de fournisseurs finalement infonuagiques, un des requis qu'on va avoir, c'est l'hébergement des données qui doit être fait au Canada, ou en tout cas qui ne peut pas être fait aux États-Unis parfois aussi, à cause de la législation qui permet la consultation ou l'interception des données qui transigent dans cette zone-là. Donc, on va avoir effectivement parfois des requis qui sont liés à ça. C'est sûr qu'à ce moment-là, si vous êtes avec un fournisseur infonuagique qui garantit l'hébergement et le transfert des données uniquement à l'intérieur du Canada dans leur centre de données, vous pouvez parfois aussi vous assurer qu'au niveau de l'utilisation des outils d'intelligence artificielle qu'ils fournissent, vous respectez les mêmes conditions. Donc, donc en fait, c'est presque moitié-moitié, hein, c'est intéressant. Donc, d'utiliser des outils de différents fournisseurs. À peu près tous les fournisseurs là, de LLM en ce moment ou d'agents conversationnels basés sur des LLM vont vous permettre d'utiliser des versions gratuites. C'est intéressant d'essayer différents outils juste pour voir un petit peu la variation dans les résultats qu'on obtient parfois, puis de voir aussi que certains outils vont fonctionner mieux pour certains cas d'utilisation que d'autres. Ça, c'est quelque chose qu'on voit, puis ça change avec chaque version malheureusement, mais on sait que certains outils fonctionnent mieux, par exemple, pour nous aider à faire de la programmation. D'autres nous aident mieux dans des tâches de rédaction. Selon le type de tâche qu'on essaye de faire, on va avoir des outils qui fonctionnent plus ou moins bien. Je vois en ce moment, donc en même temps, question de Hicham, on entend parler de plus en plus d'agents IA comme Manus qui vont au-delà de la simple génération de texte en planifiant, en exécutant des actions. Je me demande justement, est-ce que selon vous, ces agents apportent une vraie valeur ajoutée dans un contexte d'analyse d'affaires ou est-ce encore trop expérimental? C'est une question qui est ouverte en ce moment parce que c'est quelque chose qui est vraiment en cours de développement. Je pense que ça peut ajouter de la valeur, ça peut ajouter de la valeur par rapport à la possibilité justement de repenser la façon dont des processus fonctionnent parce qu'on n'a plus nécessairement à penser au rôle de l'humain à chacune des étapes, mais peut-être plus à des étapes clés dans lesquelles il va avoir besoin de valider le comportement des agents, par exemple. C'est un petit peu de cette façon-là que je le vois, mais je dirais que c'est une question qui va dépendre énormément de comment l'entreprise va décider de mobiliser ces agents-là. Anicia, donc oui, donc effectivement, Loïc, merci. Donc des outils comme ChatGPT, Claude, etc. vont utiliser des LLM. Puis de plus en plus, on voit des composantes LLM incorporées dans des outils plus traditionnels qui permettent par exemple de dire, bon, bah, je peux poser une question en langage naturel à l'outil, puis il va faire quelque chose ou me dire comment le faire, donc dans des assistants notamment, et tout ça, on voit ça qui est de plus en plus incorporé. Donc pour cette question-là, comme je disais, je vous invite à essayer d'autres outils si vous ne l'avez pas fait, juste pour avoir une idée un petit peu des différences que vous pouvez avoir au niveau des résultats.
Troisième question, en un mot, c'est quoi le plus gros défi que vous voyez par rapport à l'utilisation de l'IA dans votre travail? Ça, c'est plus une question à choix multiples, hein. C'est vraiment, est-ce qu'il y a un mot que vous pourriez voir? Ok, adoption, confidentialité, excellent. Confidentialité reste encore le plus important, enfin le plus gros là, c'est intéressant, c'est-à-dire que c'est celui qui est le plus, qui revient le plus, mais on voit qu'il y a quand même d'autres hein, qui gravitent autour là, par rapport à la protection des données, à ces éléments-là. C'est assez intéressant à voir. Véronique qui dit fiabilité, effectivement, la fiabilité de ces outils par rapport peut-être à la précision des réponses qu'ils donnent, notamment si c'est à ça qu'on fait référence pour le terme donc il y a précision de résultat par exemple dans les mots qui ont été fournis. L'aspect donné aussi qui est important. Donc on voit quand même il y a certains thèmes là, qui gravitent autour de ça, puis qui reviennent un petit peu à certains des enjeux qui ont été mentionnés plus tôt. La confidentialité est un très très gros enjeu avec ces outils-là évidemment, parce que on a un peu l'impression que les données vont dans un trou noir là parfois, puis on ne sait pas trop comment elles vont finir par être réutilisées, surtout avec les agents conversationnels qui sont populaires en ce moment là, effectivement. Merci pour ces réponses-là, c'est intéressant de voir ces éléments-là. Euh, Puis l'enjeu d'adoption qui était mentionné effectivement au début, ça aussi c'est un enjeu qu'on voit. Euh, on le voit par rapport à la gestion du changement qui est extrêmement un enjeu de taille là, dans les projets d'intelligence artificielle parce qu'il y a parfois une perception notamment que ces outils-là vont pas être suffisamment bons ou qu'ils vont remplacer le travail de l'être humain, donc l'humain va être moins enclin à l'utiliser. Euh, donc il y a un travail de gestion de changement là, qui est souvent important à mettre en place pour s'assurer qu'il y a ce qu'il faut. Copyright qui apporte des divergences. Le commentaire de François, est-ce que vous pouvez peut-être m'expliquer ce que vous entendez par divergence ici? Oui, dans le fond, c'était avec ChatGPT, je faisais une recherche pour avoir un résumé de livre, puis il me donnait Ouais. des exemples, mais pas le résumé avec les personnages. Puis, fait que, tu sais, là, je faisais le lien avec les copyrights à ce moment-là, que s'il y a des éléments, mettons, copyrightés, ben à ce moment-là, ça a un impact, j'imagine. C'est possible et c'est dur à dire si c'est la raison exacte. Effectivement, ça c'est l'autre chose. Parfois, les outils vont être clairs et nous dire ça semble être de l'information qui est protégée, je peux pas te la donner, etc. Ce qui est intéressant parfois, c'est qu'en utilisant d'autres outils, on arrive à contourner, ou en formulant notre requête différemment, on arrive à contourner certaines des limites là, qui apparaissent dans nos premières requêtes. Effectivement, l'enjeu des droits d'auteur est en ce moment un gros enjeu là, dans le développement de ces outils des LLM parce qu'ils sont développés sur la base de données qui sont disponibles dans le domaine public, mais qui sont aussi parfois sous copyright. Et c'est très difficile en tout cas, l'argument des fournisseurs, c'est qu'on a besoin de ces données-là pour entraîner des modèles qui sont de qualité. L'argument des détenteurs de droits, c'est que vous ne pouvez pas prendre ces données-là sans les payer. Donc là, il y a il y a plusieurs poursuites là, qui sont en cours ou plusieurs recours qui sont en cours et des développements qui vont certainement arriver ce sujet-là. Il y a certains fournisseurs d'informations là, qui ont conclu des ententes avec des créateurs de LLM justement pour leur donner accès, mais moyennant finance, là, évidemment. Dernière question, rapidement. Donc, c'est quoi la proportion des projets sur lesquels vous travaillez en ce moment, dans lesquels on veut mobiliser l'IA? Peut-être un petit peu pour avoir le pouls de est-ce qu'il y a beaucoup d'engouement pour ça dans les projets que vous voyez ou est-ce que c'est quelque chose qui est, qui se dessine un peu moins encore?
C'est intéressant, donc pour l'instant, en tout cas, majoritairement dans la proportion la plus faible. Ce qui est pas une mauvaise chose là, nécessairement, parce qu'il y a quand même souvent beaucoup à faire avant. Ce qui est amusant, c'est de voir que la deuxième catégorie, c'est celle du 75% et plus, hein, même si c'est quand même un peu moins de la moitié de la première. Mais donc, ça donne un ordre d'idée finalement de la proportion des projets qui pourraient mobiliser ou dans lesquels on veut mobiliser l'intelligence artificielle. Ah, c'est intéressant. Je vois, on a 32 réponses. Dans l'intérêt de ne pas prendre trop de temps, là, je vais reprendre le partage de ma présentation. En tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir répondu à ces 4 questions. Là. Je trouve ça intéressant d'avoir votre perspective. Puis, moi, ce que je vois en fait en ce moment qui se dessine ou dans les cas d'utilisation, donc on voit des cas d'utilisation qui sont assez intéressants. Puis je reviendrai à la diapo précédente après, mais je vous montre ici l'image hein, sur la droite de l'écran. C'est une brasserie danoise qui a ajouté dans son équipe d'employés humains hein, des collègues qui sont en fait des agents conversationnels d'intelligence artificielle. Et dans cet article-là, puis dans d'autres nouvelles hein, qui font référence à cet événement, ils expliquent qu'ils sont capables d'utiliser ces agents conversationnels pour leur demander de les aider à aller chercher de l'information, à faire valider des hypothèses qu'ils pourraient avoir, les aider à faire du brainstorming, tenir compte de certaines choses, s'en servir un petit peu comme si c'était des collègues avec lesquels ils pouvaient converser pour les aider à challenger des idées qu'ils ont et tout ça. Donc, c'est un petit peu ça qu'on voit, nous, dans l'utilisation que des gens comme des analystes d'affaires, des gestionnaires de projets ou des consultants font de ces outils-là. C'est vraiment parfois de leur donner des personas, hein, puis de leur dire, OK, mettons que tu joues le rôle d'un tel, euh, qu'est-ce que tu penserais de cette idée-là? Est-ce que tu penses qu'il y a des enjeux avec ça? Donc, c'est comme d'ajouter une présence virtuelle là, supplémentaire qui permet d'avoir des conversations, puis de réfléchir finalement de façon plus interactive que ce qu'on a l'habitude de faire. Puis ça, ça peut être intéressant. Mais maintenant, c'est vrai que en fonction des outils auxquels on a accès, puis des capacités de ces outils-là, la justesse ou la véracité des réponses qu'on va avoir va varier beaucoup. Euh, Peut-être en conclusion, là, je vois un point dans le chat. Va-t-on avoir des histoires amoureuses entre collègues humains et IA? C'est une blague. Euh, c'est une blague, sauf que il y a tout un pan de recherche en ce moment. Je fais une parenthèse là, qui n'a pas à voir avec l'analyse d'affaires, mais il y a un pan de la recherche sur le sujet justement de l'intelligence artificielle qui s'intéresse à un marché qui est en train de se créer, qui sont des compagnons virtuels. Pas nécessairement, ça peut être très platonique et tout ça, là, évidemment, mais d'utiliser ces agents-là comme un moyen de substituer le contact humain, puis de converser. Il y a puis il y a eu des développements assez tragiques là dans certains cas aussi par rapport à l'utilisation de ces outils de cette façon-là, parce que il y a vraiment chez certaines personnes une anthropomorphisation, hein, donc vraiment d'être convaincu qu'on converse avec un humain, ou que c'est comme si on conversait avec un humain, alors que ça reste des outils qui ont des limitations, puis qui ont parfois des enjeux. Euh, Effectivement, il y a eu ça dans certains, ça a été le thème d'un film. Euh, mais donc, il y a quand même un pan de recherche là-dessus qui s'intéresse à ça parce que ça peut avoir des implications assez importantes au niveau de ce que ces agents-là vont donner comme réponse à l'humain qui converse avec. Il y a eu notamment des entreprises qui ont proposé de faire euh, du conseil thérapeutique là, à travers des agents conversationnels avec des problématiques assez importantes là, dans certains cas. Donc, je ferme la parenthèse là-dessus. En conclusion, je pense qu'il est important de voir, évidemment, c'est l'incorporation croissante de l'IA. Donc, nous, à l'école, hein, c'est dans les cours qu'on enseigne, donc l'IA comme matière. On a des cours dans lesquels on parle d'intelligence artificielle beaucoup, des cours au niveau de la maîtrise aussi, notamment.
dans lesquels on en fait. On a un micro-programme en intelligence artificielle dans la transformation numérique qu'on a mis en place parce que justement on voit une demande par rapport à ça. Mais c'est aussi au niveau des approches pédagogiques qu'on incorpore ça de plus en plus. Pourquoi? Parce que nos étudiants y ont accès. L'école donne accès aux étudiants à Copilot notamment, mais beaucoup de nos étudiants ont accès à ChatGPT. Je voyais ce matin, j'ai reçu un courriel de ChatGPT, enfin de OpenAI, me disant que ah, c'est génial pour vous aider pour vos examens. ChatGPT Plus est gratuit pour les étudiants jusqu'à la fin du mois de mai. Pour étudier ou pour faire d'autres choses, évidemment, dans le contexte d'examen, mais on voit donc une utilisation de plus en plus croissante. Maintenant, dans le cadre d'emploi, je pense que c'est un petit peu la même chose qu'on voit. Donc, c'est l'IA comme élément de travail donc, sur lequel on se concentre, mais aussi l'utilisation de l'IA, nous, en tant qu'employés, en tant que travailleurs, pour tenter de réaliser des choses différemment ou en tout cas de nous aider dans certains travaux. Mais j'insiste beaucoup sur le fait que les aspects fondamentaux qui nous intéressent sont extrêmement importants. On ne réglera pas des problèmes inexistants avec l'intelligence artificielle. Puis quand on va vouloir utiliser l'intelligence artificielle pour régler des problèmes, il va falloir bien comprendre ces problèmes d'abord pour que ça vaille la peine. Ça, je pense que c'est vraiment extrêmement important comme perspective à garder en tête. Puis ça conclut ma présentation. Je vais juste vous donner, si ça vous intéresse, une référence. Oups, pardon. Il y a un rapport qui est publié chaque année par un institut aux États-Unis qui est ce qu'il appelle le Index Report. Et ça fait 3-4 ans, je pense, qu'il le publie. Le rapport de 2025 vient de sortir. Si ça vous intéresse de le consulter, c'est en anglais. C'est disponible gratuitement. Il y a une partie exécutive avec vraiment les grandes tendances au niveau mondial, au niveau des différentes industries et tout ça. Puis après, il y a vraiment le détail pour chacun des éléments qu'il mentionne. Mais si vous voulez voir un petit peu, OK, c'est quoi qui se passe en ce moment là au niveau des derniers développements de l'IA, c'est un rapport qui est compilé par des chercheurs là, de Stanford, si je ne me trompe pas, et qui est assez intéressant à voir là, pour voir les dernières tendances. Donc, si ça vous intéresse, je pourrais aussi vous fournir le lien dans le chat, là, mais vous pouvez prendre le code QR ici ou le chercher sur votre moteur de recherche, là, vous le trouverez facile. Et ça conclut ma présentation. Je vous remercie beaucoup.